bonjour à toutes et à tous. Alors chaque année, bien entendu, nous intervenons pour parler de la laïcité. Nous le faisons avec la ligne de l'enseignement et je salue bien entendu leur président, notre ami Lucien Anissa, et à toute sa fine équipe militante. On applaudit tout ce monde-là. Alors cette année, si proche de Noël, dans ma hôte, je n'ai ni imam, ni évêque, ni rabbin, même petit. Nous n'aurons donc pas une grande messe de la laïcité comme celle du 6 décembre dernier à l'espace Argence. Mais nous sommes très heureux quand même, heureux d'être là, et que les liens entre la laïcité et l'éducation populaire soient très étroits. L'éducation populaire, bien sûr, comme la laïcité, sont les ferments des progrès intellectuels, des progrès artistiques, des progrès démocratiques, pour les individus comme pour les collectivités. Alors nous ne sommes pas bien sûr les seuls à parler de laïcité, puisqu'il y a eu, comme évoqué plus haut, une conférence intitulée « Le bien vivre ensemble avec Rachid ». Rachid, qui était invoqué, le pauvre, comme faire valoir une sorte de catalyseur. Et il a tellement écrit, Rachid, qu'on l'a trouvé laïque entre deux commentaires de la Torah. Mais cette conférence était surtout remarquable par le fait qu'elle avait chassé les femmes de la tribune, occupées par 7 mâles blancs, 7 d'un coup, 7 auf einmal, comme disait le petit tailleur de Grimm. Or, la laïcité, c'est un destin pour toute la population, bien sûr, les hommes, les femmes, 50-50, on peut dire. Et d'autre part, la laïcité n'est pas seulement pour les croyants, elle est aussi pour les agnostiques, les libres penseurs ou les athées qui sont des croyants à leur manière. La laïcité, c'est donc le pluralisme, la laïcité, c'est l'école qui émancipe, la laïcité, depuis Jean Jaurès, on sait, c'est aussi la question sociale qui a été plus ou moins oubliée ce 6 décembre dernier. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays le prouve amplement. Tout est lié, donc c'est pas une leçon que je vous fais, mais tout est lié, vous le savez, l'économie, l'éducation, la santé, la justice. C'est pourquoi, avec l'UPOP, nous pratiquons l'éclectisme, nous essayons de brasser toutes ces questions ensemble. Et bien, malgré cela, malgré nos rappels, à rallier le panache blanc de l'université populaire, nous n'avons toujours pas décidé les récalcitrants de la laïcité, les hostiles, les ennemis, les nécro-laïcs qu'on trouve le plus souvent à l'extrême droite. Donc on est là en 2023 et ça n'a pas l'air de s'arranger, ça sent même le soufre. Les guerres de religion, comme toujours, masquent les problèmes sociétaux et économiques. Et comme nous ne savons pas faire mieux, nous, à l'UPOP, sur le sujet, qui est un sujet délicat, eh bien, nous avons fait appel à un sous-traitant, Monsieur Serge Aurousseau. Mais attention, un sous-traitant efficace, remarquable dans ce domaine de la laïcité, parce qu'il est dans la laïcité depuis tout petit jusqu'au bout, et qu'il la promeut, qu'il la diffuse partout où il y a nécessité, et dans les milieux les plus coriaces. Alors je ne sais pas si cet après-midi il a trouvé ces milieux-là, il va nous en parler, parce qu'il était dans un lycée. C'est donc plutôt un surtraitant, Monsieur Aurousseau. Et il a apporté son dernier ouvrage, Promouvoir la laïcité en milieu hostile, qu'il dédicacera à la fin de cette soirée. Pas trop tard, parce qu'on nous attend en dehors. Alors, n'oubliez pas de préparer vos questions, n'oubliez pas dans le même élan de renouveler votre cotisation
2024. Nous sommes environ 200 adhérents cette année. Nous avons vaincu le Covid. Nous avons même ramené à la maison notre ami Alain Ragnatella qui était malade la dernière fois. Alors l'an prochain, en janvier, donc, vous avez vu le défilé de Diaporama, nous retournons à l'auditorium de Saint-Julien avec des conférences toujours aussi éclectiques, scientifiques et progressistes, la pomologie en janvier, les dangereuses extrêmes droites en février, les citoyennes kurdes en mars, l'histoire de l'univers peut-être en avril, ou bien notre ami Valia Starazelski qui va nous parler de littérature et puis l'archéologie, parce que c'est un sujet que nous aimons beaucoup. Voilà. Alors je vais, avant de passer la parole à notre ami Stéphane Rousseau, donner un instant la parole également à Corinne d'Orléans, qui nous vient de Romilly, une belle ville où on essaie de s'implanter du bout de popo, mais on a beaucoup de mal. Donc s'il y a dans la salle des Romillons qui veulent nous aider là-dessus, ils seront les bienvenus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, la conférence débat d'aujourd'hui est coproposée donc, par la Ligue de l'enseignement de l'Aube et l'Université populaire de l'Aube. Et ce n'est pas un hasard. Elle est symbolique de ce qui nous réunit, des valeurs. Et non pas des valeurs dépassées, partisanes, mais des valeurs fondamentales. La liberté, l'égalité, la fraternité. Cette soirée s'inscrit dans le mois de la laïcité proposé par la Ligue de l'enseignement pour la 3e année consécutive. Cette édition, nous l'avons voulu centrer sur la sensibilisation des jeunes et sur un territoire. Margot Farja-Lebel, notre déléguée vie associative, qui est quelque part dans la salle, voilà, et éducation, a proposé une action auprès de jeunes lycéens internes à Marie-de-Champagne. Cela s'est concrétisé par une exposition dans leur établissement et un rucher créatif tentant de définir la laïcité. 2 classes de lycée, comme cela vous a été dit précédemment, ont eu dans l'après-midi la possibilité de participer à une intervention de Stéphane Rousseau. En parallèle, une sensibilisation auprès des plus jeunes, d'âge primaire, a eu lieu le 20 novembre dernier au cours d'une rencontre sportive organisée par l'UCET. Auprès aussi des délégués élèves de 3e des collèges de la Chapelle-Saint-Luc le 14 décembre. Et aussi auprès des jeunes engagés dans une mission de service civique courant novembre et décembre. Mais aussi au-delà de ce mois, une action avec le MCI, l'espace musical et culturel d'insertion 3, est prévue de début 2024. Mais quel lien entre les valeurs de la République et la laïcité? Je vais me permettre ici une définition que je prends le risque de vous soumettre. La laïcité est un principe qui garantit la liberté de croire ou ne pas croire, l'égalité entre chaque religion et la non-croyance. Elle est indispensable au vivre ensemble pour une fraternité en acte. Pourtant, aujourd'hui, Stéphane Rousseau constate que la laïcité est souvent perçue comme un concept discriminant par un nombre non négligeable de jeunes. Effectivement, il sait de quoi il parle. Il a rencontré plus de 15 000 jeunes lors de ses actions de sensibilisation au sein des établissements scolaires. Mais comme tout militant d'éducation populaire, Stéphane Rousseau n'est pas resté passif face à ce constat et nous propose aujourd'hui des outils concrets pour aborder la laïcité avec des jeunes basés sur l'écoute et leur réflexion. L'éducation populaire est par essence ouverte à la controverse et au débat collectif. C'est pourquoi, à la suite de la conférence de Stéphane Rousseau, vous pourrez bien sûr exprimer des désaccords, vos interrogations, et c'est dans une réflexion commune, en appui des fondements de la liberté, que nous pouvons vivre une fraternité. Pour finir, et faire honneur au président de la Ligue de l'enseignement de l'Aube, Lucien Niesa, je vous propose une courte définition d'Abdel Malik. La laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. Monsieur Rousseau, maintenant nous vous écoutons. On applaudit Corinne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors, voilà ce que je vous propose ce soir. D'abord, je vous propose, le programme au tableau, oui. Je vous propose de me présenter, de passer quelques instants sur une présentation perso pour que vous sachiez exactement à qui vous avez affaire, ce qui est important pour comprendre les analyses qui vont suivre. Et puis également présenter le contexte de la rédaction du livre,
qui également, à mon avis, est révélateur. Ensuite, je vous propose de faire un constat et des objectifs pédagogiques, histoire de voir si on peut éventuellement se mettre d'accord sur qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui avec la laïcité dans sa transmission avec les jeunes. Hein. C'est ça qui m'intéresse ce soir. Hein. J'aurais pu commencer par ça d'ailleurs. J'aurais pu vous dire ce soir que je ne suis pas venu vous faire une conférence sur la laïcité, parce qu'il y a des gens en France bien plus brillants que moi qui sont capables de le faire. Généralement, si on m'invite, c'est pour focaliser mon intervention sur la question de la transmission de la laïcité auprès des jeunes ou des moins jeunes, sur des questions de pédagogie. Donc, la question de la présentation personnelle, de la présentation du livre, les constats, je vais essayer d'être assez rapide et descendant, et ensuite, je vous propose de vivre en accéléré l'outil pédagogique qu'on a développé, qui est utilisé depuis 2015-2016 en Moselle par un collectif interassociatif et qu'on a expérimenté cet après-midi dans 2 classes du lycée Marie-Champagne. Vous faire vivre la séquence en accéléré, parce que la séquence en elle-même, elle dure l'équivalent de 2 heures de cours. Et en revanche, pendant que je vous présente la séquence, si à un moment donné il y a des choses qui vous titillent, n'hésitez pas à m'interpeller, à m'interrompre. Donc, en gros, les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, je vous demande d'être attentif et de ne pas m'interrompre. Mais ensuite, en revanche, n'hésitez pas. Dans la présentation, à tout moment, vous pouvez m'interrompre. Voilà. Ça vous convient ? Oui. Ouais. Alors, je m'appelle Stéphane. J'ai 47 ans. Si je précise mon âge, c'est parce que sur ce sujet-là, il y a une vraie fracture générationnelle. Et qu'en fonction de la génération à laquelle on appartient, la réaction moyenne des gens n'est pas du tout la même. À l'âge de 22 ans, j'ai compris que chez moi, il y avait un truc qui me posait vraiment problème et qui faisait que j'étais dépressif depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et j'ai compris en fait que j'étais gay. J'ai compris que j'étais homo. Pour moi, ça a été très compliqué pendant toute mon adolescence, sans trop savoir pourquoi, et la période d'explicitation de ce malaise, ça a duré 6 mois. Et puis, par rapport à mon héritage familial, plutôt que d'aller faire le fou en boîte de nuit, j'ai évacué toute cette honte accumulée dans l'énergie associative en créant une association qui existe toujours et dont j'étais le premier président et dont j'étais administrateur pendant 20 ans. C'est l'équivalent du centre LGBT de Metz. Pourquoi est-ce que je commence par ça ? C'est pour vous dire que faire partie d'une minorité, je sais ce que c'est. Et donc, la manière de revendiquer des minoritaires, quelque part, ça a été la mienne pendant des années. Et sur le sujet qui nous intéresse ce soir, la question de la laïcité et des appartenances qui recoupent la question des appartenances religieuses, notamment des appartenances religieuses dites minoritaires, il y a des choses que je peux comprendre, que je peux admettre, et des choses qui ne passent pas. Et contre lesquelles j'estime qu'on a le devoir, à un moment donné, de réagir. La deuxième raison aussi pour laquelle je commence par cette présentation personnelle, c'est parce que quand on dit dans la présentation que j'ai rencontré 15 000 élèves, c'est pas 15 000 élèves sur une séquence consacrée à la laïcité. En fait, j'interviens depuis 2010 sur 3 séquences différentes. Une séquence consacrée à la déconstruction des stéréotypes homophobes, une autre consacrée à la xénophobie et une troisième consacrée à la promotion de la laïcité. La première qui a été créée, c'est celle sur la question de l'homophobie, de 2010 jusqu'à 2015. En 2015, les intervenants de l'association Couleur Gay, qui vont très régulièrement en classe en tant que bénévoles, se sont retrouvés confrontés du jour au lendemain à une virulence post-attentat, qui partait dans 2 directions opposées. Des élèves qui exprimaient une xénophobie anti-musulmane de manière complètement décomplexée, et de l'autre côté, des élèves qui justifiaient tout et n'importe quoi au nom des religions. Et ça nous a glacés collectivement parce que, quelque part, c'était une forme d'efficacité de l'entreprise terroriste. On voyait les classes se fracturer. Alors, avec des expressions publiques en classe qui étaient minoritaires, très brûlantes, très clivantes, mais il y avait quand même le gros de la classe qui baissait la tête en espérant que les balles passent au-dessus. Hein. Et donc, ça a été la réaction des élèves en classe après les attentats de 2015 qui m'ont donné comme ça l'impulsion nécessaire pour aller créer 2 autres séquences. C'est une séquence consacrée à la xénophobie et une troisième consacrée à la promotion de la laïcité.
dire, c'est que la réaction des élèves sur les questions de discrimination et les questions de laïcité sont complètement corrélées. De toute façon, aujourd'hui, si vous abordez en classe la question du racisme, la question de l'homophobie, très rapidement, au bout d'un quart d'heure, vous parlez de religion. Et vice-versa. Donc ces sujets sont complètement corrélés, et c'est cette vision un peu particulière, une vision d'une personne qui à la base se consacre à la lutte contre les discriminations, et qui ensuite, dans un deuxième temps, s'est consacrée à la promotion de la laïcité, que je me propose de partager avec vous. Je pourrais aussi vous dire que je suis un ancien étudiant en histoire, plus ou moins politisé, à gauche. J'ai fait pas mal de nomadisme à gauche. Et qu'a priori, moi j'ai été éduqué dans l'idée que la laïcité était quelque chose qui émancipait. Voilà, pour moi, ça allait de soi. Et je me suis rendu compte, au contact avec les élèves, que c'est pas du tout comme ça qu'ils percevaient les choses. Et ils avaient même tendance, les élèves que je rencontre ont tendance à percevoir la laïcité comme quelque chose de discriminant. Moi, ça m'interpelle parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu dans ma chair. Si vous voulez, pour être plus précis, a priori, la religion, ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais je m'en méfie pas plus que ça. Sauf que j'ai vécu, par rapport à mon identité d'homosexuel, des choses très très désagréables en lien avec la religion. La dernière en date, c'est quand même 2013. Donc j'ai vu une grande partie de la France, derrière l'épiscopat et les autres religions non représentées, défiler contre mes droits. Et ça m'a fait très drôle. Ça n'a pas été drôle, c'était très douloureux. Donc voilà, à la base, en fait, je suis pas un bouffeur de purée. Et je lutte aujourd'hui pour ne pas en devenir un. Parce que les croyants que je rencontre ne sont pas toujours très sympathiques. Et ceux que je rencontre en classe. Et ceux que j'ai rencontrés dans ma vie de militant. Le livre c'est simple. Il y a un an, il y a un éditeur parisien qui m'a dit « Parlez-vous, j'aimerais bien que vous fassiez un livre sur les jeunes et la laïcité. » J'ai dit banco, et puis voilà. Quelques mois après, le livre sort. Le livre il est composé de 3 parties. La première partie, c'est selon mon expérience, comment est-ce que les jeunes perçoivent, les jeunes que je rencontre, c'est-à-dire essentiellement des jeunes en collège et au lycée, comment est-ce qu'ils perçoivent la laïcité. En gros, ils la perçoivent comme une anti-valeur. La deuxième partie est consacrée à la réaction du corps enseignant. Globalement, comment est-ce que le corps enseignant réagit par rapport à la laïcité? Est-ce qu'il y a une adhésion réelle, fictive, ou est-ce qu'ils reçoivent surtout une injonction de la part de l'institution? La troisième partie, c'est le descriptif très concret, didactique, de la séquence pédagogique que je me propose de vous présenter ce soir, avec les réactions récurrentes des élèves. Donc c'est une façon de s'approprier l'outil, puisque l'intérêt du collectif qui développe l'outil en Moselle, c'est que cet outil soit libre de droit, c'est que les gens se le procurent et, s'ils le souhaitent, se forment et le développent devant le public qui sont les leurs. Constat et objectif pédagogique. Normalement, quand on veut créer un outil pédagogique, dans les règles de l'art, on nous apprend qu'on doit identifier les problèmes, faire un diagnostic, un constat, par-dessus on identifie des objectifs pédagogiques et seulement après on va calquer une technique d'animation pour aller vers ces fins. Évidemment, dans la création d'un outil, c'est jamais comme ça que ça se passe. Il y a un aller-retour permanent entre des idées qui germent en vrac, un premier test devant un public, des lectures qu'on est amené à faire. Donc cette linéarité que je vous présente, elle est un peu fictive. Mais au bout d'un certain nombre d'années, elle correspond à quelque chose. Donc d'abord, élément de constat. Ce qui est en bleu, c'est des choses qui font assez consensus dans la littérature des sciences sociales. Fracture générationnelle. La fracture générationnelle, c'est pas 15 ans, c'est 30-35 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes profs qui sont plus facilement en phase avec leurs élèves, parce qu'ils appartiennent à peu près aux mêmes générations. Et que dans les salles des profs sont clivées comme les salles de classe. Enfin, non, les salles des profs sont clivées comme la société, en fonction de cette fracture générationnelle. Donc un décrochage des jeunes par rapport à la question de la laïcité, et à l'intérieur des jeunes, un décrochage des jeunes musulmans, qui est assez illustré dans la littérature scientifique, des sciences sociales. Ensuite, le droit est plus ou moins connu par les jeunes. En gros, le b.a.-ba de la loi de 1905, il est plus ou moins connu.
sans doute parce que depuis plusieurs années, les profs font un gros boulot sur le sujet. Donc généralement, quand je vais dans les classes, les élèves connaissent, même s'ils ne sont pas capables de dire c'est la loi de 1905, ils connaissent les grands principes. En revanche, ils la vivent, cette loi. Alors la loi de 1905 et la loi de 2004, ils la vivent comme une contrainte arbitraire et à géométrie variable, c'est-à-dire comme une discrimination, massivement. C'est massivement comme ça qu'ils la vivent. La laïcité auprès des jeunes a la mauvaise presse, sauf quand elle se résume à faire la promotion de l'œcuménisme. Alors ça, vous allez me dire, c'est ce que Monsieur le Président de l'Université populaire nous rappelait tout à l'heure, il n'y a pas que les jeunes qui sont comme ça, les adultes aussi. C'est-à-dire qu'en gros, la laïcité aujourd'hui, c'est plus trop à la mode, sauf quand on fait semblant de le confondre avec l'œcuménisme. Ça, c'est à la mode, notamment chez les jeunes. Donc à ce moment-là, si on présente la laïcité comme une démarche œcuménique, à ce moment-là, ça passe bien. Sauf que c'est une définition un peu problématique de la laïcité. La partie qui suit, c'est plus mes dadas personnels. Alors, ça ne veut pas dire que je suis complètement farfelu, mais il peut y avoir débat autour de ça. Je constate en classe l'hégémonie de la posture pro-croyance. La posture pro-croyance, il ne faut pas la confondre avec la réalité de l'intimité convictionnelle des élèves. L'intimité convictionnelle des élèves, je ne la connais pas. Je ne suis pas dans leur tête. En revanche, ce que je suis capable d'apprécier, c'est les réactions qu'ils s'autorisent à dire en classe. Et pour moi, c'est tout aussi significatif que la réalité de ce qu'ils pensent. Et qu'est-ce que je constate? C'est l'hégémonie de la posture pro-croyance. Aller dire que les religions, on peut les critiquer aujourd'hui en classe, c'est risqué. Y compris de la part, parce que la majorité des élèves sont sans doute dans une position d'indifférence par rapport à ces sujets. Globalement, c'est ce que nous semblent dire les statistiques. Globalement, la société française est plutôt indifférente à ces sujets. Vous avez des minorités athées, des minorités croyantes, enfin des grosses minorités. Mais globalement, a priori, devant une classe, j'ai plutôt des élèves qui sont indifférents, et pourtant, malgré cela, il y a une hégémonie de cette posture pro-croyance où la religion, ça se respecte, ça ne se critique pas, de quelque manière que ce soit, et exprimer éventuellement devant le groupe qu'on puisse ne pas être totalement croyant, c'est risqué. Les élèves développent donc un rapport asymétrique à la liberté de conscience, mais pas du tout comme on en parle habituellement, comme on le croit habituellement par rapport à ce qu'on entend dans les médias, où on entend souvent que vous avez certaines religions qui sont moins bien vues que d'autres. C'est sans doute vrai aussi, mais moi ce que je constate en classe, c'est pas ça. C'est que les gens qui morfent en classe, ce sont les non-croyants. Il y a un rapport asymétrique à la liberté de conscience au détriment de la non-croyance. Alors, la non-croyance, elle est méconnue, méprisée, et globalement très mal définie. Demandez à un élève ce que ça veut dire athée, les élèves vont vous dire majoritairement, c'est les gens qui croient en rien. C'est pas tout à fait ça, l'athéisme. Puis d'ailleurs, l'athéisme ne recoupe pas la totalité de la non-croyance. Alors, je ne vous parle même pas de l'agnosticisme. C'est très compliqué à exprimer à des adolescents. Expliquer qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme, parce qu'il faut faire référence, il faut faire un détour par l'épistémologie, aller expliquer ce que c'est que l'épistémologie, c'est pas impossible, mais il faut du temps. Donc la non-croyance, elle est perçue soit comme une agression, c'est-à-dire que le simple fait de dire qu'on n'est pas croyant, c'est perçu comme une agression par rapport à la croyance, ou alors c'est perçu comme une anomie. C'est des gens, en fait, les gens de la non-croyance, les gens ils sont vides, en fait, ils sont transparents. Donc ça sert à rien de s'attarder en fait, là-dessus, il n'y a rien à dire en fait sur les gens transparents. La religion est réduite à un rapport personnel à la transcendance. Alors évidemment, les élèves ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent en gros, la religion c'est personnel, c'est une histoire de vie privée, ça doit vous rappeler quelque chose, parce qu'en fait c'est un argument qui est souvent utilisé par les militants laïcs. Alors les jeunes ils ont bien pris cet argument, mais ils nous le retournent en fait. Si la religion effectivement, comme vous le dites, n'est qu'une histoire de vie privée, pourquoi est-ce que vous devez brimer nos sentiments religieux? Donc pour moi, c'est vraiment problématique. Ça veut dire que la religion... Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a 1 an de ça, je donnais une formation dans un groupe de service civique jeunes volontaires européens. Moyenne d'âge, 20-25 ans. 20 personnes, 20 Français, Françaises, 20 Européens, Européennes, et 20 jeunes
originaires d'Afrique subsaharienne qui venaient d'obtenir leur papier et qui étaient dans une démarche de formation. Et je leur demande au début de la formation sur la laïcité, je leur demande à quoi leur fait penser la laïcité. Réponse, la religion. Voilà. Et si je leur dis la religion, à quoi ça leur fait penser, ils me répondent intimité, vie privée, foi, intimité, vie privée, foi, intimité, vie privée, foi, intimité. Alors je leur dis que je suis d'accord avec eux en partie, mais pour moi il manque des choses. Il manque prescription normative, dogme, institution, pouvoir. Hein, c'est tout ça la religion, c'est pas seulement une question de foi. J'avais envie de leur dire, si c'était que ça, en fait, ça poserait pas de problème. C'était des jeunes très polis, ils n'ont pas réagi devant moi, mais à la pause, il y en a la moitié qui était en PLS. Et j'ai l'animatrice qui a dû intervenir pour leur expliquer que non, l'intervenant n'était pas un affreux facho. Parce que pour des jeunes de 20 ans, leur dire que la religion peut être un motif de conflit, on est quasiment perçu comme étant d'extrême droite, quoi. Rapport personnel à la transcendance. Évidemment, si on ne perçoit la religion que comme un rapport personnel de soi à Dieu, on supporte mal qu'à un moment donné, des lois viennent s'immiscer là-dedans. On prend ça comme une agression. Le tout s'exprimant dans un contexte général d'exacerbation de toutes les identités. Et c'est là, en fait, que ma casquette de militant LGBT, elle est intéressante. Parce que les identités exacerbées que je vois en classe, ce n'est pas seulement des identités religieuses, c'est également des identités politiques et des identités communautaires. J'ai absolument rien par rapport à l'expression des identités communautaires. J'ai été un promoteur communautaire, un leader communautaire pendant 20 ans. J'ai organisé pendant 20 ans la Pride, la Gay Pride à Metz, la marche des fiertés. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que toute expression communautaire doit être bannie de l'espace républicain parce que communautarisme, etc. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a c'est une question de curseur, quoi. Moi, aujourd'hui, en classe, sur les questions de discrimination, j'ai l'impression de voir que des porte-étendards communautaires, quoi. Chacun y va de ses emblèmes, et quand on leur dit que les emblèmes, c'est bien, mais bon, c'est un peu limité pour la réflexion, tout de suite, les gens réagissent très mal, quoi. Y compris sur les questions LGBT. Contexte général d'exacerbation de toutes les identités. Le problème, c'est que les identités se répondent les unes les autres. Une identité politique va faire réagir une identité religieuse, qui va faire réagir une identité LGBT, qui va faire, etc. On est dans une sorte de concurrence identitaire, qui met en œuvre des solidarités mécaniques. Alors ça, c'est tout ce que je déteste. Hein. Tu es censé faire partie du même groupe social que moi, donc je suis forcément d'accord avec toi, même si tu es un salaud, je ne suis pas d'accord. Ça devrait nous parler par rapport à ce qui se passe en ce moment dans la société française. Voilà, solidarité mécanique. Les objectifs pédagogiques, 1. Incarner le sujet. Ça, c'est vachement important. Incarner la lutte contre les discriminations, c'est pas très compliqué, il suffit de faire témoigner des gens qui en ont été victimes. Incarner la laïcité, c'est un peu plus complexe. En début de séance, vous allez le voir, on mise sur la question du ressenti émotionnel. Et donc, on ne rentre pas tout de suite avec des questions de droit et d'histoire. Parce qu'autant vous dire, le droit et l'histoire, moi ça me passionne, mais les jeunes ça les gonfle. Hein. Apprendre à dissocier le rapport à la transcendance de l'identité culturelle, c'est fondamental. Quand on parle de religion, quand vous parlez de religion, quand on entend parler de religion, de quoi on parle en fait? Est-ce qu'on parle d'identité culturelle ou est-ce qu'on parle de foi personnelle? Définir correctement la liberté de conscience, c'est-à-dire en n'embêtant pas la liberté de ne pas croire. Et il vaut mieux le répéter 20 fois. Margot, qui était présente, elle a bien vu que j'insiste sur la liberté de ne pas croire aussi. Et quand 10 minutes après, je reviens, je dis alors, c'est quoi la liberté de conscience? C'est la liberté de choisir sa religion, c'est tout? Bon, alors je vais vous répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça ne suffit pas encore. Hein. Donc insister lourdement sur la liberté de ne pas croire. Décatégoriser les identités religieuses. Les élèves, globalement, perçoivent les identités religieuses, les appartenances religieuses, de manière complètement caricaturale.
y compris quand ils ne sont pas croyants eux-mêmes. Donc les chrétiens c'est ça, les athées c'est ça, les juifs c'est ça, alors là, c'est à grand renfort de stéréotypes. Et donc il faut aller, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on essaie de faire avec la séquence, c'est d'essayer de remettre en cause des certitudes et d'apporter, de développer le sens de la nuance. Décatégoriser, ça veut dire, vous percevez des identités ou des communautés très saillantes, qui sont importantes pour vous, de manière monolithique. Nous, on va essayer de vous expliquer qu'à l'intérieur de cette grande boîte, il y a plein de sous-boîtes, avec des gens qui parfois ne s'apprécient pas beaucoup. Et qu'en revanche, parfois, on peut trouver plus de points communs avec quelqu'un qui n'est pas dans la même boîte que nous, plutôt qu'avec des gens qui sont dans notre propre boîte. On va mettre en évidence la diversité infragroupe et mettre en évidence les passerelles intergroupes. C'est le principe de la décatégorisation qui est à la base de la lutte contre les discriminations. J'ai un parti pris très fort. J'estime qu'en matière de lutte contre les discriminations, si on ne fait pas ça, on fait juste semblant. Réintroduire les non-croyances dans le spectre de la diversité conventionnelle, n'aborder que les questions de droit qu'à la fin, résumer la laïcité à la loi de 1905 et à la loi de 2004. C'est-à-dire que moi, quand j'aborde la laïcité avec les élèves, je m'interdis d'employer le mot principe ou valeur. Non pas parce que j'estime que ce sont des mauvais mots. Simplement, devant des publics jeunes, les valeurs, c'est quoi? C'est confus. C'est pour eux. Vous voyez? Alors qu'on dit la loi, c'est comme ça. La loi, on va vous la citer, la loi. Vous voyez? C'est plus carré. C'est juste d'un point de vue pédagogique, c'est plus facile à transmettre. L'articulation de la séquence. Donc la séquence est composée de 3 parties. La première partie, c'est la plus longue. Dans une première partie, on aborde la liberté de conscience. D'abord, on fait passer un sondage personnel pour les inviter à l'introspection et faire ressortir des questions émotionnelles. Non, excusez-moi. La question, un sondage, d'ailleurs, on va le faire. Vous avez des stylos? Vous avez un stylo? Oui? Pardon, je sais. Je vais passer un petit paquet pour chaque Donc on commence là, on commence la séquence, on commence en classe comme ça. Alors en classe, ils ne sont pas assis comme vous. Hein. Ils sont assis en arc de cercle, devant le tableau. On vous distribue également 2 cartons rouges ou roses, et cartons bleus. Vous reprenez un chacun. Alors, pendant la distribution du petit matériel, on a juste besoin de ça après. Après, vous êtes équipés. L'articulation de la séquence, la liberté de conscience avec le sondage, un photolangage. Ensuite, on va comparer le sondage que vous avez entre les mains, les résultats du sondage que vous avez entre les mains, avec un sondage plus complet de la population française. On définit la liberté de conscience et on passe sur un diaporama qui résume à grand renfort de vignettes d'Épinal l'histoire des conflits politico-religieux en France et à travers le monde. Dans une deuxième partie, il s'agit d'un memory qui est pour inviter les élèves à augmenter leur culture générale sur... Alors c'est comme ça que c'est présenté, hein. Enfin, c'est pas tout. Je rentrerai dans les détails à ce moment-là. L'idée dans la partie du memory, c'est vraiment d'amener les élèves à décatégoriser leur représentation sur les questions de croyance et de non-croyance. Et dans une troisième partie, seulement à ce moment-là, on va aborder la question de la loi et vérifier qu'elle est comprise et voir ce qu'elle suscite comme interpellation. C'est bon? Alors, donc, je commence la séquence. Les conditions matérielles, elles sont importantes. Là, avec cet après-midi, on a eu le coup classique, hein, c'est-à-dire que les chaises sont censées être disposées en arc de cercle.
c'est pas grand-chose. Et pourtant, vous ne pouvez pas savoir le nombre de prétextes qu'on trouve toujours pour me dire qu'il ne faut pas le faire. Enfin, il faut déplacer les tables, c'est gênant. Mais pourtant, ce n'est pas du tout anecdotique. Nous sommes sur des sujets qui sont éventuellement un peu conflictuels, qui peuvent susciter de l'émotion. Le fait de mettre les élèves en arc de cercle, ça veut dire on va pouvoir se parler entre nous, vous allez pouvoir parler avec moi, mais si vous me dites une vacherie, je vais me le prendre en pleine face, quoi. Il n'y a pas un copain devant ou une copine qui va faire écran. Vous n'allez pas pouvoir vous cacher, parce que vous êtes au 3e rang, et puis là on ne peut pas se cacher. Et il va falloir qu'on assume ce qu'on se dit. En fait, c'est un exercice de démocratie, tout simplement. Réprimez vos sondages et je récupère. Oui, parce que je n'ai pas un voix. Alors, on distribue en classe le sondage et on insiste sur le fait que les questions qui sont posées peuvent être perçues comme étant intrusives pour certains d'entre eux et que par conséquent, alors déjà on leur précise que c'est anonyme et puis on leur demande de faire l'effort de ne pas regarder par-dessus l'épaule du voisin ou de la voisine. Parce qu'il y a des élèves qui peuvent mal le vivre. Ensuite, on ramasse et on dépouille, on confie le dépouillement à un collègue ou à un prof qui est là dans la salle et on donne le résultat après. Pour les gens qui sont attentifs à ce moment-là, au moment où on diffuse ce questionnaire, c'est très riche en enseignements. Alors, pour la majorité des élèves, ils sont studieux, ils cochent la croix et puis ils ferment le bulletin et puis c'est terminé. Mais pour une minorité d'élèves qu'on retrouve dans toutes les classes, il se passe des choses qui sont significatives. Vous avez des élèves qui sont très expressifs, qui vont surjouer, théâtraliser leur choix en faisant exprès de le montrer à tout le monde. Alors que j'ai insisté sur le fait que ça devait rester anonyme, confidentiel. Vous avez des élèves qui sont pétrifiés de trouille. Vraiment, hein. Et puis vous avez des élèves qui sont plongés dans un océan d'incertitude. C'est quoi la question qui nous tombe sur la tête là ? Donc ça, ce sont des manifestations très visibles, qui sont pour moi très significatives, mais qui restent quand même minoritaires. L'essentiel de la classe s'exécute, quoi. Après, vous avez les élèves qui ne peuvent pas s'empêcher, c'est fait exprès, hein, évidemment, qui ne peuvent pas s'empêcher de vous dire est-ce que je peux barrer odieux au pluriel, hein ? Ou alors, pourquoi il y a odieux au pluriel ? Parce que tu as des religions monothéistes, moi je ne présume pas de qui j'ai en face de moi, hein. J'ai peut-être des adeptes de religions polythéistes en face de moi. Donc ça peut faire réfléchir certains élèves. La référence au polythéisme. Alors, voilà, cet après-midi en classe, on a vu 2 classes avec la Ligue de l'enseignement. La deuxième classe, une classe très nombreuse. La première partie a été chaude, quoi. Cette partie est chaude. Quand je dis chaude, c'est pas pour moi, quoi. On voyait qu'il y avait des élèves pour qui l'exercice était particulièrement compliqué. Donc, ce que je vous ai dit là, ces minorités étaient particulièrement visibles, avec des élèves qui surjouent, qui hurlent quasiment en classe, d'autres qui est blanc. Hein. Si je vous le fais vivre, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui trouvent ça intrusif. Vous trouvez ça intrusif ? En début de séquence pédagogique, de manière anonyme, de poser ce genre de questions. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est pas trop intrusif ? Peut-être un peu, mais en même temps c'est anonyme, et puis si j'ai l'impression... Oui ? Alors, c'est un peu intrusif, et en fait... plutôt que de leur faire un cours sur la liberté de conscience, on leur fait vivre la difficulté de la liberté de conscience. Ah oui, c'est compliqué pour vous de compliquer ça ? Alors évidemment, ils vont vous dire non, c'est pas compliqué. Oui, mais vous avez ressenti quand même. Hein ? Ce que vous avez ressenti, ça vous dit que visiblement, que la liberté de conscience, elle n'est pas si naturelle que ça. Hein ? C'est compliqué à vivre dans une classe. Hein ? De s'exprimer en toute transparence, si on le souhaite, sur ces sujets-là. C'est compliqué, même de manière anonyme. Alors, ensuite, on passe au photolangage. Donc là, merci. Voilà les résultats. Très intéressant. Je vais vous demander d'exprimer votre ressenti par rapport à un certain nombre d'images. Si
l'image qui est présentée vous gêne, je vous demande de lever le carton rouge. Si ça ne vous gêne pas, de lever le carton jaune. D'accord? Ah, bon. Ah, il n'avait pas assez. Bon, bah, vous leverez, je sais pas. Bah, vous jouez pas, là. Ah, si, là. Attention, la question qui vous est posée. C'est bon? La question qui vous est posée n'est pas. La question qui vous est posée n'est pas est-ce que c'est légal ou illégal selon la loi française. Hein, c'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet c'est ça me gêne, ça me gêne pas. On est vraiment sur l'ordre du ressenti émotionnel. Et ce que je vais vous demander de faire, parce que si vous contentez de lever le carton et de me regarder, c'est pas drôle. Moi je vais voir des choses, mais vous verrez rien. C'est de vous retourner pour regarder les effets de proportion. Ça me gêne pas. Alors, on va essayer, regardez, et après vous pouvez baisser, merci. On va essayer de respecter la discipline que je recommande en classe, qui n'est pas toujours facile à faire respecter, qui consiste à ne pas... je vais y aller assez rapidement, hein. Mais je vous demande en fait de ne pas faire de commentaires, de ne pas discuter entre vous. Pourquoi? Parce qu'en fonction des photos, en fait, il y a des commentaires qui peuvent être plus ou moins bruyants. En fait, sans vous en rendre compte, vous exercez une pression sur les gens qui sont dans la salle. Alors, j'accélère. Le crucifix en classe. Ça me gêne pas. Regardez-vous. Ok. Je précise, les commentaires que je fais, c'est comme quand je suis en classe. Hein. Je précise, regardez bien, dans ces caricatures, vous avez plusieurs religions qui sont ciblées. Caricaturer les religions, ça me gêne pas. On y va. Regardez-vous. Merci. Photo suivante. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Il faut bien commencer par une religion. Des musulmans contre le mariage homo. Là, en fait, vous avez quoi? Vous avez des gens qui manifestent une opinion politique en lien avec leurs croyances. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est la banderole. Ça me gêne pas. La question, c'est pas est-ce que ça me gêne que des musulmans soient pour ou contre. La question, c'est le fait d'exprimer dans l'espace public des opinions politiques en lien avec sa croyance. Regardez-vous. Chose promise, chose due, il y en a pour tout le monde. Des chrétiens qui manifestent contre l'avortement devant le Parlement européen. Ah, c'est surprenant. Regardez-vous, c'est pas les mêmes résultats qu'avant. C'est bizarre. Non, c'est pas les mêmes résultats. Une crèche à la mairie. Je précise aux élèves, c'est important parce que la plupart d'entre eux ils ne comprennent pas. La crèche est la représentation de la nativité. Ok, regardez-vous. Photo suivante. Un t-shirt athée. C'est un parmi d'autres. Il ne prétend pas résumer l'athéisme, ce t-shirt. Ça me gêne pas. Regardez-vous. Alors, regardez-vous bien, là. Regardez-vous bien. Voilà, souvenez-vous-en, faites-vous une image. Voilà, ok. Photo suivante. Et une fête religieuse dans l'espace public. En l'occurrence, ici, c'est Hanouka. J'ai pas fait exprès, il y a des faits d'écho avec l'actualité. Ok. Bon. Le Nouvel An chinois. Procession catholique de la Saint-Cordon. Prière de l'Aïd. Ok. Joue au foot avec un voile. Attendez. Non mais je fais exprès, je vous ai dit, je vous la fais vivre en accéléré, sinon à 23h on n'est pas parti. Après, vous avez compris, c'est le même principe en fait. Vous avez l'expression d'une fête religieuse ou d'une cérémonie religieuse dans l'espace public avec différentes religions qui sont concernées. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir la position moyenne des élèves et de voir s'il y a des disparités en fonction de la religion qui s'exprime. Voilà. Donc, joue au foot avec un voile, donc là on change de sujet.
Jouer au foot avec un voile, ça me gêne ou pas? Voilà. Vous avez vu, c'est le même principe, hein. Lionel Messi qui remercie Dieu après avoir marqué un but. Et on termine avec le voile intégral. Regardez-vous. Ok. Alors. Feedback. Ça, c'est des choses que je dis pas aux élèves, que je vous dis à vous. Je suis content en fait, je prends Margot à témoin. Parce que quand je dis ça devant certaines assemblées, les gens me prennent soit pour un fada, soit pour un affreux calculateur manipulateur. Donc là, je ne connaissais pas, en fait, j'ai rencontré Margot aujourd'hui, hein, je ne la connaissais pas, on n'est pas complices. Elle a pu assister aux interventions. 2 classes. Résultat du sondage. Chez vous, ici. Je ne crois pas. 46. Je crois. 10. Je ne sais pas. 13. Résultat de la première classe ce matin. Une petite classe, enfin une classe normale, correcte. Je ne crois pas. 4. En sachant que là-dedans, on a fait participer les profs et les adultes. Notamment moi. Je crois en Dieu. 12. Je ne sais pas. 3. Deuxième classe. Ça, c'est une classe représentative. Ça, c'est une classe qui va pousser la logique que j'essaie de vous démontrer, mais qui est moins représentative. C'est-à-dire que là, elle est vraiment exceptionnelle dans la radicalité des choix. Une classe de 34 élèves. Là, les adultes n'ont pas joué. Je ne crois pas en Dieu. 0. Je crois en Dieu. 33. Je ne sais pas. 1. Et je peux vous dire que la personne, alors c'est qu'une hypothèse, hein, je ne peux pas vérifier, mais que la personne qui a fait je ne sais pas, elle était à côté de moi, à gauche, là, elle a mis 5 minutes avant de cocher, hein, pour bien vérifier que personne ne voyait. Donc ça, c'est exceptionnel, je leur ai dit d'ailleurs, hein, je leur ai dit, c'est exceptionnel, c'est complètement atypique. Ce qui est atypique, c'est que c'est le 0. Voilà. En revanche, ça, c'est tout à fait dans la moyenne de ce que je rencontre, et alors après, on va me dire, oui, mais c'était à Marie-Champagne. Non, alors moi, à Metz, c'est pareil. Hein. Lycée, établissement de périphérie, de banlieue ou de centre-ville, c'est les mêmes résultats. C'est-à-dire une toute petite pourcent de personnes qui se disent non-croyantes, une grande majorité de croyants et des gens qui ne savent pas et qui sont un peu perdus. Toute petite minorité. Ça, c'est tout à fait représentatif de ce que je rencontre dans toutes les classes, avec normalement, c'est ce que je dis, l'effet de déséquilibre quantitatif a tendance à s'amenuire au lycée. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, ça ne s'est pas du tout vérifié, mais d'habitude, c'est un peu moins tranché au lycée. On va dire, ils sont plus grands, ils s'autonomisent, bon, je ne sais pas. Ensuite, par rapport aux photos. Bon, je vous la fais courte, parce que je suis trop long. D'habitude, je fais deviner la salle. Ici, la photo... Le t-shirt athée, hein, vous avez vu, où au globe tout le monde a mis un carton jaune, sauf peut-être 1 ou 2 personnes. Hein. En classe, c'est exactement l'inverse. Et la dernière photo sur le voile intégral, ici il y avait quasiment que du rouge ou 1 ou 2 personnes qui ont mis le carton jaune. En classe, c'est exactement l'inverse. Vous avez vu la fracture générationnelle, hein. Le mot n'est pas faible. Hein. Attention, hein, n'oubliez jamais. Ce que s'autorisent à dire les élèves en classe ne correspond pas forcément à leur intimité convictionnelle. Hein. Les élèves, quand on est adolescent, on passe son temps à louvoyer entre les contraintes du groupe de pairs. Hein. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et on se protège. Cette première partie, vous avez vu, elle a pour objet... Alors, elle crée une certaine... Alors, chez vous aussi, hein. Ressentez... Souvenez-vous comment... Alors, il y a des gens, ils disent, bon, Franco... Il y en a d'autres... Alors après, j'ai accéléré, monsieur, hein, mais normalement, si je suis plus lent. Mais il y en a d'autres, ils ont un peu plus de mal, quand même, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu intrusif. Hein, évidemment, mais après, les gens ne sont pas obligés de dire la vérité, hein, on n'en sait rien. Hein. Et puis, s'il y a des élèves qui ne jouent pas, je ne vais pas le souligner. Je dis, oh, toi là-haut, lève le carton. Non, je fais semblant de rien voir. Parce qu'il y a des élèves, ils savent vraiment ce qu'ils risquent. Et donc, du coup, il faut le respecter.
Donc, généralement, vous voyez, ça suscite une certaine émotion, et en fait, c'est génial. Là, du coup, vous captez votre public. Ah oui, vous voyez, oui, ça vous intéresse, ces questions-là. Ben, c'est bien, parce qu'on va en parler encore pendant 1h30. C'est une façon en même temps de mesurer, en fait, l'émotivité du public par rapport au sujet, et c'est une façon de capter son auditoire. Et puis, c'est aussi une façon de dire qu'on a le droit d'éprouver des émotions par rapport à ces sujets. C'est pas ça, c'est pas le problème, hein. C'est pas le problème. Et d'ailleurs, le rôle de l'animateur et de l'animatrice là-dedans, c'est de reconnaître le bien fondé de toutes les émotions à partir du moment où elles s'expriment de manière correcte, quoi. Et oui, on a le droit d'être choqué par des choses, oui, on a le droit. La partie d'après, donc on définit, on leur explique les différentes options, et bien d'autres qui n'ont pas été inscrites là-dessus, en matière de philosophie ou de conviction spirituelle. Toutes ces options-là, en France, sont possibles parce que chaque personne qui vit en France dispose d'un droit rare aperçu qui est la liberté de conscience, qui est définie comme la possibilité, le droit de ne pas croire, de croire en ce qu'on veut, de changer d'avis. Et on leur explique qu'à travers l'histoire de France, ça n'avait absolument rien d'évident, parce que pendant très longtemps, les sujets du roi de France, ils n'avaient pas le choix. Donc, alors, excusez-moi, avant, j'ai oublié, avant, on compare les résultats du sondage de la classe avec la société française. Et notamment, on met l'accent, donc là c'est un sondage qui date de 2019, où on a posé à la même cohorte 2 questions différentes. La première, c'est est-ce que vous vous sentez lié à une religion et est-ce que vous vous sentez croyant ou pas croyant. Et donc, on insiste sur l'effet, le paradoxe apparent, où on a à peu près 59% de gens qui se réclament, qui se disent affiliés à une religion, et que des croyants, il n'y en a que 37. Donc, ils sont passés où les autres? Et donc, ça sert à mettre en évidence le décalage qu'il y a entre l'identité culturelle, éventuellement religieuse, et la question de la spiritualité, de la foi individuelle. Alors ça, généralement, c'est un phénomène qu'on connaît avec les chrétiens, avec les catholiques. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament du catholicisme, qui se sentent rattachés encore au catholicisme, et que pourtant les églises sont vides. Et ce qu'il faut préciser aux élèves, c'est que c'est valable dans toutes les religions. Hein. Donc, c'est un phénomène qui est connu dans toutes les religions. Donc, moi, j'ai tendance à dire avec les élèves, je donne les exemples des églises. Je ne le dis pas de manière aussi abrupte, hein, je dis, je connais des amis qui sont catholiques, qui sont a priori sincèrement catholiques, puis qui ne vont jamais à la messe, sauf pour les mariages, des enterrements et à la messe de minuit éventuellement. Mais de la même manière que j'ai des amis qui sont musulmans, enfin qui se disent musulmans, qui ne croient pas vraiment en Dieu, mais qui respectent quand même le rabbin, non, parce que c'est une façon de conserver un lien avec un héritage et une culture familiale. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. Je reviens à la partie d'après, la liberté de conscience, diaporama historique, les cathares, il n'y en a plus, parce que le pouvoir royal catholique les a tous exterminés. L'exemple d'un nombreux pogroms, pogrom de Strasbourg. Donc là, on leur explique qu'il fallait trouver des boucs émissaires, c'était facile, il y avait des gens un peu bizarres qui avaient une religion différente et qu'on mettait dans un quartier spécifique qu'on appelait un ghetto, et quand on avait besoin de trouver une solution à un problème, on allait les chercher, on les tuait. Programme de Strasbourg, et puis au milieu, vous avez une scène de conversion forcée. Le massacre de la Saint-Barthélemy, en France, pendant très 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 longtemps, les catholiques et les protestants, ils se sont entretués, et le massacre de la Barthélemy, c'est une sorte d'acmé de cette poussée de violence entre catholiques et protestants à l'intérieur de la même famille, de la grande famille des chrétiens. L'exécution du chevalier de la Barre, donc un jeune noble qui a été condamné pour blasphème parce qu'il a tiré son chapeau devant une procession de la Vierge, torturé, assassiné, et on lui plante sur le torse le livre de Voltaire sur l'intolérance religieuse. La Révolution française, qui marque une rupture juridique dans la tradition politique. À partir de là, il y a un début de liberté de conscience avec la Déclaration des droits de l'homme, l'article 10, respect de la diversité d'opinion, même religieuse. Début de liberté de conscience. Évidemment, s'il y a des profs d'histoire dans la salle, je m'en excuse, mais mon objectif, c'est pas de faire des cours d'histoire, c'est simplement c'est des vignettes d'Épinal. Hein. On passe très très vite pour rafraîchir la mémoire. J'espère que c'est rafraîchi. Hein. En insistant sur les conflits politico-religieux qui ont défiguré notre pays, l'Europe et le monde. Le monde toujours. La persécution des chrétiens du Moyen-Orient, l'image de gauche c'est en Irak, à droite c'est les Coptes en Égypte, en bas c'est la persécution de la minorité musulmane en Birmanie, les élèves ont plus en tête la situation des Ouïghours en Chine, c'est à peu près équivalent.
En haut, une image qui illustre le conflit sanglant qui ensanglante l'islam depuis quasiment ses origines, entre sunnites et chiites. En bas, la persistance du conflit protestant-catholique en Irlande du Nord, la poudrière confessionnelle en Inde, et l'annexe, je leur dis que alors cette image-là, c'est une image qui sert à compenser, hein, c'est une forme de compensation parce qu'elle est un peu vraie, un peu fausse, et je leur dis que un des prétextes à l'invasion du Tibet par le gouvernement de l'armée chinoise, c'est que on les percevait comme des dégénérés parce que leur chef politique est un chef spirituel. C'est un des arguments, hein, qui n'est pas faux, hein, mais c'est loin d'être le seul. C'est simplement leur faire remarquer que parfois les athées se comportent mal aussi. Hein. C'est important, c'est vrai aussi. À travers l'histoire contemporaine, il y a des athées qui n'ont pas été très clean. Hein. Voilà. Donc, de manière très rapide, on balaye comme ça l'histoire de France et l'actualité pour leur rappeler que l'histoire de notre pays et l'histoire du monde est très régulièrement ensanglantée par des conflits politico-religieux. Alors ça, il y a des gens qui ne supportent plus qu'on fasse ça. Pas forcément les élèves ils sont curieux, si on ne s'attarde pas trop, hein. Les élèves sont curieux, mais il y a des profs qui résistent. Moi, un jour, j'ai une prof qui m'a dit on vous a fait venir sur la laïcité, et en fait, vous vous attardez sur les conflits politico-religieux, vous mettez de l'huile sur le feu, en fait. C'est ça qui m'était reproché. Et je lui disais, c'était une documentaliste. Je dis, madame, en fait, on est au cœur du sujet. Je dis, vous ne pouvez pas faire comprendre l'utilité de la laïcité si vous ne rappelez pas, en fait, les conflits politico-religieux qui ensanglantent notre pays. C'est là-dedans, c'est dans cette histoire-là que ça s'inscrit. Alors, évidemment, on va gratter un peu sur ce qui fait mal, mais si on ne fait pas ça, en fait, on passe à côté de... On est consensuel, mais en fait, on passe à côté de l'objectif. Donc oui, effectivement, s'il y a des croyants dans la salle, pas ce soir, mais en classe, ce soir, il y en a 10. S'il y a des croyants, des élèves qui sont croyants, ben, leur faire remarquer, ben oui, vous voyez, la croyance, ça peut déborder sur la vie sociale. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ça peut avoir des conséquences franchement négatives. Donc, on leur dit, en France, on essaye depuis à peu près un siècle de pacifier ces relations, parfois conflictuelles, tendues, entre les croyants entre eux ou entre les croyants et les non-croyants, plus récemment. De deux manières, avec le pari de l'éducation et les lois laïques, qui ont été créées à peu près au même moment, votées au même moment, à la fin du 19e siècle, début du 20e. C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'au même moment, alors évidemment c'est un raccourci, hein, on est tout le temps dans un exercice de vulgarisation. Au même moment, on se dit, tiens, en République, ça serait bien que les citoyens soient un peu intelligents, et donc il faut les envoyer à l'école de manière obligatoire, quoi, hein. Sinon ça donne le Troisième Empire. Le Deuxième Empire. Donc voilà, c'est le pari de l'intelligence. Quand on se connaît, quand on a plus de culture générale sur ces sujets, a priori, on va dégainer le couteau moins facilement. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est le pari de l'éducation. Et le deuxième pari, c'est la laïcité. Et donc, dans une deuxième partie, nous allons travailler la question de la culture générale sur les faits de croyance et de non-croyance. Alors, on leur montre ces images. Vous avez 36 images. Ce sont des colonnes thématiques. Judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, athéisme. Première particularité. On réintroduit la question de la non-croyance dans la diversité convictionnelle. Eh bien, croyez-moi, ceci est relativement rare. Moi, je suis professionnel, j'oublie de vous le dire d'ailleurs. Là, je suis là en tant que bénévole, mais mon métier, je suis directeur d'une association de jeunesse. Donc, mes collègues, c'est des animateurs socioculturels. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de projets soi-disant laïques qui en fait sont des projets œcuméniques. C'est quoi ton projet? Ça m'intéresse. Ah ben, c'est de leur montrer que les croyants, ben, malgré nos différences, on peut vivre ensemble. Et ça s'arrête là. Ben oui, ben c'est pas bon. C'est pas bon. Il manque une grande partie. Il manque la question de la non-croyance. Donc on réintroduit la question de la non-croyance. Évidemment de manière schématique, un peu caricaturale, par le biais d'un athéisme un peu frontal peut-être. Alors là, s'il y a des agnostiques dans la salle, ils disent oui, l'agnosticisme, je vous mets au défi de me représenter l'agnosticisme avec des personnalités connues, un tout petit peu, ou avec des symboles. Voilà, bon. Donc on fait ce qu'on peut. Mais ça déjà, si vous trouvez ça déjà déséquilibré, dites-vous bien que la plupart du temps, ça n'existe même pas hein, quand on le fait. Donc on réintroduit la non-croyance par le biais de l'athéisme dans la diversité convictionnelle. Ensuite, on ne parle pas que des religions monothéistes.
Pourquoi ? Parce que nous sommes baignés de culture monothéiste et on a la fâcheuse tendance, les jeunes comme les moins jeunes, à considérer que le polythéisme est une forme dégénérée ou primitive de religion. Vous avez un préjugé ethnocentrique très fort, hein, notamment chez les croyants, parce que c'est aussi, parfois on leur apprend comme ça, hein, on leur dit le monothéisme c'est la crème de la spiritualité, quoi. Hein. Et donc on leur dit non, vous savez, vous avez quand même un bon tiers de l'humanité qui est peut-être pas polythéiste, mais qui est éduqué dans une culture polythéiste. Hein. Donc, ou alors le polythéisme fait référence pour eux qu'au polythéisme antique qui a disparu. Hein, non, ça n'a pas disparu. Et ils ne sont pas plus crétins que vous. Hein. Ensuite, l'avantage, c'est que ça permet, généralement, ces deux colonnes-là, les élèves ont beaucoup de mal, ce qui est normal, c'est logique, c'est des courants religieux qu'on connaît le moins, a priori, et donc, surtout, c'est difficile de les dissocier. Alors, la réaction, c'est de dire, c'est normal, c'est parce que c'est un peu la même chose. Et ben non, si tu dis à un hindou que c'est la même chose qu'un bouddhiste, et vice-versa, tu vas voir, il ne va pas apprécier. Hein. C'est comme si tu dis à un chrétien que le christianisme, c'est la même chose que le judaïsme. Bon, il y a un héritage, évidemment, il y a des liens, mais vous allez voir, généralement, ils n'apprécient pas. Donc ça permet en fait de prendre de la hauteur, hein, et du coup de faire apparaître que là on a un bloc civilisationnel quand même en matière de spiritualité. Hein. En fait on a les religions du livre, et non pas des livres, du livre. Les religions abrahamiques avec un ancêtre commun, avec une cosmogonie identique. Et là effectivement on a une autre culture spirituelle. Et ça on peut ressentir en fait le côté religion sœur. Enfin, une façon de faire ressortir le côté religion sœur, c'est aussi de le mettre en opposition avec d'autres formes de religion. Après, on peut aller au-delà, hein, vous allez voir. On corrige, donc il y a beaucoup d'erreurs. Alors, les élèves utilisent leur mémoire visuelle, c'est le principe du memory, et puis leur culture générale pour décoder les images. Et évidemment, il y a des images qui sont là pour aller semer le doute et la zizanie, dans toutes les colonnes. Donc, sur les images que les élèves ont, là, vous ne le voyez pas, mais normalement, il y a les noms et les dates de naissance et de mort quand ils sont décédés. Donc, en gros, ce jeune homme, il s'appelle Walid Al-Husseini. Donc, généralement, les élèves, ils disent « Il a un nom d'arabe, donc... » Là, hein. Et donc, je dis « Non, il est bien arabe, il est palestinien, il vient de Cisjordanie, il est athée, il a morflé, aujourd'hui, il est réfugié politique en France. » Vous voyez le juif, là-haut? En fait, c'est la démêlier, hein, voilà. Donc, il a une kippa, donc il est juif. Maintenant, c'est pas une kippa, c'est une calotte, mais ça se ressemble. Mais si ça se ressemble, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a souvent une symbolique qui est la même. Et il est athée, ah ben alors il est catholique. Eh ben non, en fait, il est athée. Et comment ça? Ben il n'avait pas le choix, en fait. Il n'avait pas le choix, on ne lui a pas donné le choix. Et comment vous savez? Ben il a écrit. Théodore Sirène l'athée, c'est pour faire remarquer que l'athéisme est aussi vieux que les plus vieilles religions du monde, enfin celles qui existent encore. Parce que dans la tête d'un certain nombre d'élèves, l'athéisme c'est un truc d'américain qui a été créé dans les années 70. Je passe, quoique alors qu'est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dedans? Ouais, alors, ça c'est de l'arabe, non c'est du sanskrit. Ça, c'est la main de Fatma. Bah, de toute façon, même si c'était la main de Fatma, ça n'irait pas dans l'islam, parce que ça n'a rien à voir. En l'occurrence, c'est la main de l'Ahimsa. C'est un symbole de paix dans le jaïnisme, une branche de l'hindouisme, etc. Alors, le judaïsme, les grandes erreurs. Alors, généralement, lui, on ne l'identifie pas comme Moïse. Bon, il faut être capable de décrypter. Il a les tables de la loi. C'est le Moïse de Michel-Ange au Vatican. Bon, voilà. Mais c'est intéressant, c'est qui Poséidon? Zeus? Moi, je leur dis, c'est bizarre en fait, hein, souvent les chefs spirituels dans les religions monothéistes, c'est des vieux barbus. Hein, c'est bizarre, hein. Dans le christianisme, on l'a pas eu aujourd'hui ça, mais voile noir, barbe, voile, les musulmans, avec une grosse croix. Hein. Non, c'est pas des musulmans. C'est qui l'avocate? Et des fois on a c'est qui le rasta? Ils savent très bien que c'est pas un rasta. Des fois, ils le reconnaissent pas du tout. Hein. J'ai quand même la couronne d'épines, le Sacré-Cœur. Des fois, ils reconnaissent. Mais des fois, ils reconnaissent. Mais alors, moi, je dis ouais. Ah, vous en parlez de manière décontractée. Hein. Moi, je suis content de vous voir en parler des manières décontractées. J'aimerais bien qu'on en parle de la même manière avec toutes les religions, en rigolant, en plaisantant sur un prophète. Cette image-là, elle nous permet d'aborder l'image qui est à côté en face. Hein.
Donc là, vous avez, à côté, vous avez l'islam. Donc les grandes erreurs, c'est les danseurs soufis, c'est pas des musulmans, parce qu'ils dansent et qu'ils ont des robes blanches. Et puis là, il y a des élèves qui savent quand même, il y en a d'autres. Donc ça, c'est une représentation du prophète dans l'islam mu'tazilite. Bon, ça a été très minoritaire, il est vrai, mais c'est pour leur faire remarquer qu'on ne peut pas dire, les deux images-là, elles sont mises en corrélation. On ne peut pas dire l'islam interdit, c'est pas vrai. À un moment donné, aujourd'hui, la majorité des musulmans perçoivent de manière négative la représentation du sacré, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire l'islam de toute éternité a toujours interdit la représentation du sacré, ça c'est un mensonge. Et on peut leur dire que la question de la représentation du côté licite ou illicite d'un point de vue religieux de la représentation du sacré est une question qui intellectuellement est stimulante, à condition qu'on ne s'entretue pas en fonction de la réponse. Ça peut être intellectuellement stimulante, et c'est une question qui a traversé toutes les religions et pas simplement l'islam. Donc c'est une des choses, c'est pas que ça, mais une des choses qui sépare un peu les protestants des catholiques. Hein, jusqu'où on peut aller dans la représentation du sacré. Au Moyen-Âge, vous avez la querelle des iconoclastes qui a divisé la chrétienté pour savoir jusqu'où on pouvait aller dans la représentation des personnages sacrés. Et donc, ce personnage-là, ce Christ noir, nous permet de leur dire, ben voilà, il y a des gens en fait qui voient d'un mauvais œil la représentation du sacré, parce que quand on représente le sacré, on le fait par ethnocentrisme. Mais les croyants ne sont pas tous des crétins. Il y a des gens, ils savent très bien que le Christ, il n'est pas noir, mais ils vont vous dire c'est une image pieuse qui nous sert à renter en prière. On sait très bien que le Christ n'était pas noir, mais on ne se prosterne pas devant une icône, c'est juste un outil, un support de méditation et de prière. Donc vous voyez, le sujet, il est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de l'aborder de manière transversale. Ce n'est pas un sujet propre à l'islam. De la même manière que ici, Mahomet n'est pas en train de brûler. Il est illuminé par la grâce de Dieu de la même manière que les saints, ils ont l'auréole, c'est le même symbole. C'est le même symbole, enfin c'est le même symbole, c'est la même signification. Donc vous voyez comment est-ce qu'on fait pour décatégoriser, à l'intérieur des grandes familles, ils ne se ressemblent pas tous, et créer de la passerelle entre les familles. En fonction de la capacité de réflexion et d'attention des élèves, et puis des connaissances historiques des intervenants, on peut pousser cette logique-là. Et des fois, sur cette partie-là, je me régale. Hein, des fois, c'est pas drôle. Mais des fois, vraiment, je me régale. Hein, on peut aller vraiment très très loin avec les élèves. Hein, quand ils sont capables d'avoir une analyse historique de la question de la croyance et de la non-croyance, c'est génial. Troisième partie. Donc, je ne vous ai pas dit, on divise, si j'ai une classe de 25, on le divise en 5 groupes, 5 x 5, 25, 5 personnes autour d'une table. Vous allez me retrouver les 6 images qui correspondent au judaïsme. Puis au bout de 10 minutes, on leur demande d'aller de le coller sur la grille vierge. Hein, le principe du mémorial. La laïcité, la loi. La laïcité, c'est la loi de 1905, essentiellement, qui dit deux choses. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc on leur explique ce que ça veut dire, parce que ça pour les élèves, c'est très abstrait. Rien que pour le mot République. La République, c'est quoi? C'est Macron? Bah, c'est pas que lui, hein. La République, c'est les institutions et les gens qui travaillent au service des institutions et qui sont censés travailler au service de la population, à savoir les élus et les fonctionnaires. Donc quand on dit la République assure la liberté, c'est-à-dire concrètement qui c'est qui assure la liberté de conscience? C'est les élus et les fonctionnaires qui doivent le faire, hein, parce que l'État il ne bouge pas tout seul. Hein. La République assure la liberté de conscience. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que la première chose que dit la loi de 1905, c'est de rappeler que toute personne qui vit en France a le droit de ne pas croire, de croire en ce qu'il veut et de changer d'avis. Mais on peut le faire uniquement alors à chaque fois qu'on pose un droit, il y a tout de suite la limitation. Hein. Alors là, mec, il leur a expliqué ce que c'est que l'ordre public. L'ordre public, c'est pas la sûreté, c'est pas la sécurité. L'ordre public, c'est le respect de l'ensemble des lois. En gros, tu as des droits, mais tes droits ne doivent pas empiéter sur le droit des autres. Il y a donc une limitation qui est prévue dès le départ, dès l'origine. Deuxième article, la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte, et on s'arrête là. Ne salarie et ne subventionne aucun culte, ça c'est assez facile pour eux à comprendre. La République ne reconnaît aucun culte, on leur dit désormais il n'y a plus de religion d'État. On simplifie, je simplifie, en fait c'est un peu plus complexe, je leur dis depuis 1905 il n'y a plus de religion d'État, avant il y en avait une. Voilà, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, voilà. Il n'y a plus de religion d'État.
en France depuis 1905. Et ensuite, on reprend les images et on leur demande s'ils ont compris. Je ne veux pas vous le faire, je ne veux pas, on va accélérer. Alors cette fois-ci, c'est plus est-ce que ça vous gêne ou est-ce que ça vous dérange? C'est est-ce que c'est autorisé en France selon la loi ou pas? Et on leur dit si jamais votre ressenti est en contradiction avec la loi, c'est pas grave. On a le droit, du moment qu'on la respecte, la loi, on a le droit éventuellement d'être en désaccord ou de ne pas la comprendre. Donc, c'est toujours le même principe. On a le droit en France d'exprimer des valeurs éventuellement religieuses en lien avec la croyance ou la non-croyance dans l'espace public, y compris à travers la tenue vestimentaire. Ça fait partie de la liberté de conscience. Exprimer, manifester des valeurs en lien avec la croyance ou la non-croyance, on a le droit. Ah, il y a des choses qui te choquent. Mais je peux tout. Mais oui, je le comprends. Moi, là-dedans, il y a des choses qui me choquent. Je ne te dirai pas laquelle, mais il y a des choses qui me choquent. Mais si on doit interdire tout ce qui choque quelqu'un, en fait, on interdit tout, quoi. Les fêtes religieuses dans l'espace public, c'est autorisé au nom du principe de liberté de conscience. Bon, on leur explique qu'il y a quand même un petit bémol, c'est que c'est soumis à déclaration préalable comme toutes les manifestations dans l'espace public. Les signes religieux dans le sport, la loi n'interdit pas les signes religieux dans le sport, mais les fédérations, etc. Donc là, on leur explique, c'est complexe. On a l'impression que c'est simple, en fait c'est complexe, parce que ce qui est interdit par la loi, personne ne peut le faire, mais ce qui est autorisé, ça ne veut pas dire que tout le monde a l'obligation de le faire. Là, en l'occurrence, en France, globalement, les associations sportives, elles ont tendance à demander aux joueurs et aux joueuses de mettre leurs opinions politiques et leurs opinions religieuses de côté pour éviter de transformer les terrains de sport en des choses encore plus conflictuelles, parce que ça l'est déjà, ou alors pour des raisons purement économiques. C'est exactement ce qu'on a dit à ce monsieur. Il l'a fait 2-3 fois, puis à un moment donné, ses sponsors lui ont dit « tu vas te calmer » parce que nous, notre objectif, c'est que tu vendes à tout le monde, pas seulement aux évangéliques sud-américains. Signes, symboles religieux dans les bâtiments publics, c'est interdit, dans les bâtiments publics. Signes religieux ostensibles. Alors, cette image-là, on la met à l'écart. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas référence à la loi de 1905, mais à la loi de 2004. Bon, pour les élèves, ça dépend. Il y a des élèves qui sont sensibles à ça, c'est surtout les profs qui sont sensibles à ça. C'est une façon, en fait, d'éviter d'avoir un prof qui nous dit, parce que vous avez tout un débat sur la loi de 2004, est-ce que la loi de 2004 est une trahison de la loi de 2005, ou est-ce que c'est la prolongation naturelle, une adaptation nécessaire de la loi de 2005? Donc, moi, j'ai mon avis sur le sujet, mais évidemment, mon rôle à moi, c'est pas de donner mon avis aux élèves. Donc, si les élèves reprennent le fait qu'il y a des choses, parce qu'ils ont entendu des arguments dans le débat public et qu'ils le remettent en classe, je leur dis simplement, je vous confirme que cette loi n'est pas consensuelle. Voilà. Le voile intégral en France, interdit, donc on précise bien qu'est-ce qui est interdit concrètement, en fait c'est la dissimulation du visage par rapport à une loi qui officiellement n'est pas motivée pour des raisons de laïcité. Même si c'est ça qui est toujours compliqué, en fait c'est que le législateur a essayé de la faire passer pour des motifs de laïcité, et c'est le Conseil d'État qui leur a dit il faut trouver autre chose. Mesdames, Messieurs, j'ai terminé ma présentation. J'espère ne pas avoir été trop long. Avez-vous des questions, des remarques, des commentaires? Comment on procède, Monsieur le Président? Bon, je commence. Tout à l'heure, dans une présentation, vous vous étonniez sur la même ligne catholique et déclarée, et en même temps, avis personnel non croyant en face. Vous disiez, il y a bien une différence, n'est-ce pas, dans la quantité. C'était pas catholique, ça, c'est tous les croyants réunis. Ah bon, c'était pas catholique? Ouais. Parce qu'on peut être
d'une religion par éducation et par naissance, et sans être autant croyant. Donc voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que dit le tableau. Hein. Les dervishes, qui ne sont pas musulmans, Regardez. qui fait ça. Et c'est l'ensemble, on met en parallèle l'ensemble des croyants, des gens qui se sentent affiliés à une religion avec le nombre de croyants. Donc c'est pas 48 et 37, c'est 59 et 37 qu'on envisage. D'accord? Une remarque derviche non musulman. Ah non, ils sont musulmans, non? Ah bon, tout à l'heure vous aviez. Non, c'est les élèves qui considèrent qu'ils ne sont pas musulmans. Ah, d'accord. Et on a ah oui, non, mais c'est pas des vrais. Si, c'est des vrais. D'accord. Puis a priori, les soufis, c'est des gens très pieux, quoi. Hein, ils rigolent pas trop avec la religion, quoi. Une dernière remarque. Les émotions que vous relevez, c'est face à vous, les émotions des élèves, du public, n'est-ce pas? Oui. Mais vous, en tant qu'enseignant, moins vous aurez d'émotions et plus vous ferez un cours de sagesse et de connaissance. Je veux dire par là, vous ne pouvez pas vous laisser envahir par l'émotion. Ah bah moi oui. Ah oui, bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur. Sauf que je dois humblement vous dire que c'est très difficile. Oui. Parce qu'il y a une telle agressivité symbolique qui s'exprime de la part des jeunes, ou des moins jeunes. Je dis les jeunes parce que je suis dans un contexte scolaire. Mais enfin bon, dans les réunions de famille, c'est tout aussi violent, quoi. Hein. Tu sais, autour de la table, la famille. Non, surtout on parle pas de religion, pas de politique, sinon on passera pas minuit, quoi. Bon. Donc globalement, il y a un déficit d'écoute et déficit de débat dans toutes les couches de la société, et y compris notamment chez les jeunes. Donc, quand on est animateur devant un groupe sur ces sujets-là, on s'en prend plein la tête. Mais j'ai l'habitude, je suis blindé, vous savez, je vais en classe pour déconstruire les stéréotypes homophobes, je peux vous dire que j'en entends des vertes et des pas mûres. Hein. Mais effectivement, et c'est la raison pour laquelle, parfois, alors, on a un collectif d'une dizaine de bénévoles, plus des jeunes en mission de service civique, plus un salarié. Des fois, on ressent le besoin de faire de la régulation, hein. Parce que moi j'ai eu des bénévoles qui me disaient là je peux plus, quoi. J'ai fait un peu trop d'interventions, je me suis pris tellement de violence dans la tête que en fait je vais devenir moi-même intolérant. L'intolérance des gens qu'on rencontre finit par déteindre sur nous, hein. Donc il y a besoin de parler, de s'exprimer, de décoder, de dédramatiser, de dire n'oubliez pas, ça reste des jeunes, c'est-à-dire que ce qu'ils expriment, il y a aussi une part de virulence juvénile. Heureusement, un certain nombre d'entre eux vont grandir, on espère, ils vont apprendre le sens de la nuance, on espère, ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà. Pour résumer ça, j'ai un cadre de l'éducation nationale en Moselle qui m'a dit « Monsieur Rousseau, vous voyez où je suis? En 68, j'étais maoïste, vous voyez, que de chemin parcouru. » Et moi, je lui ai répondu « J'espère que vous avez raison, mais je n'en suis pas encore persuadé. » Parce que la sociologie nous montre que globalement, quand même, l'éducation religieuse a un très profond impact sur tout le reste de la vie. Alors, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'éducation, parce que la plupart des élèves qui se disent croyants se forment tout seuls sur Internet. Hein. C'est un peu ça la réalité de ce qu'on voit en ce moment. Des questions ici, là. Rapide. Vous avez votre dimanche ou pas? Oui, je prends le carton d'invitation à la conférence des votes qui est organisée hier soir au lycée Marie-Champagne. Et là, je découvre une citation qui m'interroge. Dès lors, c'est Emmanuel Kant. Dès lors, la mise en place d'une école laïque s'accompagne pour beaucoup du risque que la société tout entière ne sombre à terme dans l'amoralisme, voire dans l'immoralisme. C'est toute la question de la possibilité même d'une morale républicaine et laïque qui est posée. Mon cher Stéphane, que répondez-vous à cette angoissante question? C'est ma première question. J'en ai une deuxième. Vous la faites tout de suite? Oui. Ce matin, dans le journal L'Extéclair, c'est la diocèse, c'est pratiquement la gazette du diocèse. Hein. C'est dingue. Voilà ce qui est écrit.
pour annoncer votre conférence, le retournement idéologique et radical, et ce sont bien souvent des militants qui se situent très à gauche du spectre politique, qui accusent la laïcité de tous les bras montants. Alors, waouh! Je commence par quoi? Allez, la dernière. Que je vous raconte un peu mon passé politique, vous allez voir que je sais un peu de quoi je parle. J'ai été pendant 7 ans bénévole à Europe Écologie Les Verts. Et j'ai fait un passage éclair par le secrétariat régional. J'ai été secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Et comme beaucoup de monde, en fait, dans ce parti, j'ai démissionné avec perte et fracas. Ensuite, j'ai été un petit peu fricoté du côté du Parti communiste. J'ai pas mal de copains qui sont affiliés, enfin j'avais des ex-copains, parce que depuis la publication du bouquin, ils ne m'adressent plus la parole, qui étaient du côté du NPA. J'ai été tête de liste municipale à Metz, une liste qui n'avait aucune chance d'arriver au pouvoir, hein, avec des déçus du socialisme, du communisme, d'Europe Écologie et Verts. Il y avait même quelques anards et des gens du NPA. Je prétends pas connaître tous ces gens, mais globalement, ils ne me sont pas totalement étrangers. Eh bien, je vous confirme, monsieur, que du côté de l'extrême gauche, la laïcité a très mauvaise presse. Et que, alors je sais bien que c'est difficile, je sais bien que ça peut être difficile à entendre, parce que historiquement, c'est un retournement. Historiquement, c'est un retournement. Moi, quand je discute avec mes camarades ou ex-camarades d'extrême gauche, je leur fais toutes les citations possibles et inimaginables des leaders d'extrême gauche qui disent pique-pendre de la religion. Et ils me disent, oui, mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, dans les nouvelles générations qui s'impliquent à l'extrême gauche, la posture pro-croyance, vous la retrouvez, mais alors, avec une virulence extraordinaire. Je me la suis pris en pleine face dans une Pride. Parce que dans une Gay Pride, vous avez des gens qui sont là, vous avez des partis politiques qui sont présents, vous avez des associations, mais vous avez des partis politiques. Et je peux vous dire que ça fait 2-3 ans à Metz. Il y a 2-3 ans à Metz, l'association Couleur Gay a défilé avec une banderole extrêmement subversive. Hein. C'était très provoquant, c'était « La laïcité protège les personnes LGBT ». Nous avons été molestés par des militants d'extrême gauche. Ça m'a fait un choc, monsieur. Ça m'a fait un choc parce que moi, j'ai été éduqué dans un milieu de gauche. On m'a appris par un réflexe un peu pavlovien, mais que je ne regrette pas, à me méfier de l'extrême droite. Et quand j'organisais des prides, je me méfiais des mouvements identitaires qui pouvaient éventuellement venir casser du PD. Et en fait, les premiers actes de violence physique que j'ai rencontrés dans une pride, c'est des jeunes qui avaient 16 ou 17 ans et qui me traitaient de facho parce que je me promenais avec une banderole où c'était marqué laïcité dessus. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, à un tel point que j'ai chialé pendant une demi-heure en assemblée générale. Je vous demande d'entendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de jeter l'extrême gauche à la poubelle. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je vous dis que la fracture générationnelle, elle est multipartite. Moi, je suis libre penseur, président du mouvement départemental de la de l'eau, et association affiliée à la Fédération nationale de la libre pensée. La libre pensée est un creuset avec une immense diversité. Effectivement, on a de tout. On a des anarchistes, on a des communistes, enfin, on a une diversité, je dirais, de militants de gauche qui est importante. Personnellement, j'ai du mal à admettre que vous puissiez considérer que l'extrême gauche soit vraiment... Alors, après, là où effectivement le journal est peut-être pas tout à fait objectif, c'est qu'il oublie que je tacle aussi l'extrême droite. Hein. C'est-à-dire qu'il a retenu que la moitié de ce que je dis. Évidemment, traditionnellement, mais on y retrouve plus en latin. Hein. Aujourd'hui, officiellement, tout le monde est laïque. Même les évêques sont laïques. Enfin, tout le monde est laïque, mais il n'y a pas grand monde qui l'est vraiment, quoi. Donc évidemment, l'extrême droite se targue, utilise la laïcité très régulièrement comme un étendard, comme une sorte de bouclier identitaire. Et évidemment, c'est une laïcité dévoyée. Donc je ne suis pas en train de nier en fait que l'extrême droite fait semblant d'être laïque. Simplement, je vous dis, soyez attentifs pour ce qui se passe, pas dans toute l'extrême gauche, mais dans un certain nombre de mouvements d'extrême gauche, ou pas forcément extrême. Aujourd'hui, ils disent gauche radicale.
il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très claires. Et il y a une fracture générationnelle, et effectivement, quand je dis ça à des gens qui ont 50, 60 ans, ils me regardent avec des gros yeux, ils débloquent le type. Et je dis, ben non, je débloque pas. Je débloque pas. L'autre question. La première question, c'était la question de la non-croyance et de la morale. Alors, vous avez les élèves qui vous... moi, j'ai un élève qui m'a dit, mais monsieur, comment font les gens qui ne croient pas pour dissocier le bien du mal? J'ai simplement répondu, ben, ils ont un cerveau, ils l'utilisent. Mais oui. Alors, en revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, et à mon avis, c'est ce qui explique une partie de la posture pro-croyance d'une très grande majorité des jeunes. Ça ne doit pas être facile d'être jeune aujourd'hui. On vit dans un monde qui est extrêmement angoissant. Crise politique, crise démocratique, crise sociale, crise économique, crise écologiste. Genre, on nous annonce la fin du monde, et peut-être à juste titre, d'ici 20 ou 30 ans. Imaginez ce que c'est quand déjà, à 16, 17, 18 ans, on commence à se poser des questions sur notre avenir, la place dans notre société, et qu'en plus, vous avez cette espèce de matraquage hyper angoissant. Et bien l'angoisse, quand on est très 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 angoissé, vers quoi on se retourne? On se retourne vers les choses qui nous rassurent. Et qu'est-ce qui nous rassure dans notre société à part certaines conceptions complètement caricaturales de la religion? C'est-à-dire qu'on a aussi notre part de responsabilité. Quand je dis nous, c'est les gens les aînés. On est dans un modèle de société où globalement, à part dire aux jeunes consommer et écraser les autres pour réussir, on n'a pas grand-chose à leur proposer. Évidemment, c'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Mais nous, qui sommes-nous en fait? Le modèle dominant de notre société, c'est un modèle totalement anomique. Écoutez les informations, écoutez la radio, regardez les réseaux sociaux. Au bout d'une heure, qu'est-ce qui ressort? La confusion totale, l'anomie. Et bien, dans un monde anomique, on se rattache à des valeurs sûres, et les valeurs sûres, c'est souvent des choses très crues, c'est interdit, c'est pas interdit, c'est autorisé, Dieu a pensé pour nous. Si Dieu a pensé pour nous, alors ça rassure. C'est pas le même sujet, attention. Je ne suis pas en train de dire que des élèves qui sont dans une forme de littéralisme religieux sont forcément des terroristes. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais j'ai lu dernièrement quelque chose sur les élèves, enfin sur les jeunes radicalisés en France. C'est quand même impressionnant de voir le nombre de jeunes qui nous expliquent que dans leur trajectoire de vie, à un moment donné, ils ont été tentés soit par la radicalité religieuse, soit par rentrer dans l'armée. Je dis, mais c'est quoi le point commun entre les deux? C'est qu'il y a des jeunes, en fait, ils sont tellement perdus qu'ils ont besoin d'être cadrés. La religion, ça les cadre. Ça les déforme aussi, mais ça les cadre. Et parlons des jeunes étudiants qui se réfugient dans les études d'une manière tout à fait positive. Ah, ça c'est bien, oui. Pas qu'ils en font un autre, mais peut-être. Mais en tous les cas, au moins, ils se réfugient dans les études. Et je vous assure qu'ils ne se posent pas toutes les questions existentielles. Ils étudient. Ben tant mieux. Mais il n'y a pas que les trois petits-enfants. Il y en a Mais- j'en vois plein. Je suis à Mais je suis pas en train- S'il y a trois, j'en vois 10. Ben oui, mais je suis pas en train de... Donc c'est aussi une question que je disais tout à l'heure. À quoi il s'approche à quoi? La religion ou la radicalisation? Il y a aussi des enfants normaux qui ont un parcours traditionnel. Oui, mais vous avez des questions, à mon avis, qui sont des non-réponses dans ce que vous avez là. Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a eu la première classe, c'était vraiment génial. Hein. On a eu une petite classe, que des filles. Sans doute pas mal de filles de tradition musulmane, hein, sans doute. Et il y a une jeune fille qui nous a dit je vous confirme, monsieur, que croire c'est à la mode sur les réseaux sociaux. Ah, je dis ça m'intéresse, parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un de ta génération qui le verbalise comme ça devant moi. Elle me dit il y a plein d'influenceurs, d'influenceuses, ils ne parlent que de ça, il y a des coming out spirituels, et quand on regarde la réaction des jeunes en dessous, on se dit Dieu te remercie, il se passe quelque chose. Évidemment, les jeunes, ça ne veut rien dire. Les homos, les juifs, les musulmans, les vieux, les jeunes, ça ne veut rien dire. C'est des catégories qu'il faut apprendre à percevoir de manière plus nuancée que ce que je peux donner l'impression. Voilà. Évidemment que tous les jeunes ne sont pas dans ce trip-là, mais il y a quand même des tendances qu'il faut voir pour ce qu'elles sont.
Oui, on a fait parler la gauche, là. Pour le il y avait des gens qui avaient levé le doigt. Excusez-moi, il y a 2 jours, je rencontrais en conférence, j'assistais à une conférence où il y avait un sénateur communiste qui a tenu des propos, moi je buvais du petit lait. Je dis, enfin, il en reste. Il en reste. Et j'ai été le voir à la fin et je lui ai dit, je vous remercie monsieur parce que je me sens un peu seul. Il m'a dit, mais je me sens aussi seul. Je me sens aussi seul. Dans mon propre groupe, c'est compliqué. C'est M. Ouzoulias. C'est ça. Là-bas, il y a un monsieur là-bas. Et ça sera très court. Vous avez parlé de la laïcité, en termes de valeur, on est en cause. Personnellement, je considère que c'est un outil. Et un des outils, notamment, qui sert à, vous en avez parlé au début, c'était bien, à combattre les discriminations. Et là, c'est pas une question, c'est juste pour ceux qui voudraient prolonger la conférence de ce soir. Il y a en ce moment à la médiathèque de Troyes une exposition qui s'appelle Le village de la liberté, qui est entièrement dédiée à la compréhension et à combattre les discriminations. C'est une exposition itinérante avec des animateurs. Je vous encourage tous ceux qui s'intéressent à aller voir parce que c'est vraiment totalement dans l'esprit de ce qu'on fait. Je vous remercie. Question là-bas, alors. Vous pouvez dire quelque chose que vous avez aussi pour monsieur. Moi, je ne crois pas qu'il fallait opposer le mouvement de la laïcité avec le moralisme, l'hypermoralisme. Je crois plutôt qu'on va vers un nouveau modèle qui serait un modèle à l'anglo-saxonne. Je crois que c'est ça. Commencez. Je disais que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes se tournent plutôt vers un modèle à l'anglo-saxonne, une compréhension de la laïcité qui serait plutôt sur ce modèle-là que je ne vais pas je comprends ça comme de l'immoralisme ou de l'amoralisme. Et puis autre chose, je voulais réagir au propos de par rapport aux gens d'identité de culture de gauche. Moi, je suis enseignante dans le premier degré et je me suis portée volontaire pour être référente laïcité. J'ai été formée par l'excellent collègue qui est là-bas. Et je pense que, moi, je lis les réactions de mes collègues. Je suis censée, en fait, les former à la loi 2005, etc. Et j'ai les réactions de mes collègues et mes collègues, au mieux, me prennent pour une affiliée de ma hiérarchie. Une affiliée à Jean-Michel Blanquer, ou sinon pour une xénophobe anti-musulmane. Voilà comment mes collègues aujourd'hui du premier degré, beaucoup, évidemment ceux qui s'expriment, il y a tous ceux qui ne s'expriment pas, mais ça m'inquiète. Et sinon, ce que je voulais dire moi, c'était par rapport aux réseaux sociaux justement. J'ai lu il y a quelques jours que parmi les jeunes, c'est une étude, chez les jeunes qui se disent musulmans, 81% des jeunes s'expliquent l'origine du monde par la religion, par des faits religieux et non des faits scientifiques. Et chez les jeunes chrétiens, cela s'élève aussi quand même à 27%. Voilà. Je peux illustrer aussi, hein, la promotion du livre. Vous avez vu qu'avec ma dizaine d'années d'engagement politique à Metz, les gens me connaissent un peu. Hein, dans les syndicats, dans les partis politiques. Le livre, il a été recensé par le SGEN, l'UNSA. J'attends toujours la recension de mes camarades de la FSU. Hein. Bon, je ne compte évidemment pas sur Sud Éducation, mais au moins la FSU. Et je connais personnellement les gens, quoi. Je travaille avec eux depuis... je forme leurs enfants au BAFA. Non. N'ouvrons pas la boîte de Pandore. L'exemple est donné par le politique. Ah ben, comment allez-vous expliquer, vous avez vu les photos, aujourd'hui j'ai cru qu'un élève allait me tomber dessus. Comment voulez-vous expliquer aux élèves que selon les principes de la loi de 1905, les signes religieux ne sont pas les bienvenus dans les bâtiments publics, quand vous avez le président de la République qui organise une cérémonie religieuse à l'Élysée?
Et le problème, c'est que les élèves, ils décodent mal. Parce que ce que les élèves, moi, c'est ma conviction à moi. On est sur un président qui... Mais c'est pas le seul, hein. Je veux dire, la classe politique de droite et de gauche à Metz, elle est exactement sur cette ligne-là, qui est dans la tentation néoconcordataire. Nous sommes dans une société qui fracture, on va utiliser les religions pour colmater. Voilà, c'est la tentation néoconcordataire. Et donc, un coup, je fais plaisir aux cathos, un coup, je fais plaisir aux protestants, un coup, je fais plaisir aux juifs, et puis un coup, je fais plaisir aux musulmans. Sauf que ça ne marche pas, parce que généralement, personne n'est satisfait, et évidemment, les gens qui sont lésés, c'est les non-croyants. Mais moi, c'est ce que je crois. En fait, ce que je crois, c'est qu'on n'est pas sur une dérive droitière, on est sur une tentation concordataire. Et je suis persuadé, et d'ailleurs il l'a fait, je veux dire, Macron il s'est précipité pour aller saluer le pape, là il fait un geste symbolique en direction des juifs pratiquants pour Hanouka. Évidemment ça tombe à 2 ou 3 jours de la commémoration de la loi 1905, c'est vraiment en termes de timing politique, c'est un désastre. D'ailleurs, le fait qu'il ait été salué le pape, c'est aussi un désastre. Parce que dans l'opinion publique, et notamment chez les jeunes, la seule chose qu'on a retenue, c'est un jour on interdit la baya, 3 jours après, on va voir le pape. Bon, donc moi je ne pense pas qu'on est sur une... Il n'y a pas que ça en tout cas, il y a sans doute des calculs électoraux pour ne pas trop perdre du côté... Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une tentation néoconcordataire qui est sincère et qui pour moi est catastrophique et qui s'inspire non pas du modèle anglo-saxon, parce que le modèle anglo-saxon il n'est pas plus... Il est comme le nôtre en fait, il est en décrépitude. Mais comme une image idéalisée du modèle anglo-saxon, image auquel ont accès les jeunes par l'intermédiaire des séries. Aujourd'hui, quand vous regardez les séries sur Netflix, vous avez dans chaque série, vous avez des représentants communautaires, et évidemment tout ce monde-là s'entend très bien. Sauf qu'aux États-Unis, ça se passe très mal. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des États-Unis, il suffit de se promener dans les rues de New York pour voir, on voit bien, hein, le lycée des Noirs classe moyenne, le lycée des Noirs riches, le lycée des Hispaniques pauvres, le lycée des Blancs riches. Voilà, c'est ça le modèle qu'on veut promouvoir. Alors, New York, c'est pas les États-Unis. En Angleterre, je me suis promené, j'ai fait un road trip en Angleterre, je suis resté 3 semaines en train. J'ai vu des choses en Angleterre qui m'ont horrifié, excusez-moi. J'ai vu des gamines en burqa à 12 ans, et pas une, 6 qui sortaient de l'école coranique. Liberté de conscience à 12 ans, 10. Hein. Le modèle anglo-saxon. Par exemple, par rapport à la laïcité, qu'est-ce que j'ai là? Oh oui, le modèle français qui vient mettre de l'huile sur le feu, qui vient poser des problèmes là où il n'y en a pas. Regardez comment ça se passe dans les autres pays d'Europe où il n'y a pas la laïcité à la française. Ah oui, on a vu à la rentrée au mois de septembre à Belgique comment ça se passe. Hein. Ah, ça s'est très bien passé, hein. Vous avez suivi ce qui se passe, hein. 8 écoles incendiées, hein, simplement parce que vous avez le ministre de l'Éducation nationale, une femme qui essaye de promouvoir l'équivalent de notre ABC d'égalité. Et là, vous avez vu quoi? La même chose qu'il y a eu en France. Hein. Vous avez eu la conjonction entre les intégristes catholiques et les intégristes musulmans qui ont fait corps et là, ils étaient copains, hein, pour tomber, avoir un raccourci sur l'institution d'éducation nationale. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là, on va applaudir.